Bonjour, je suis Jean-Marc Benkemoun, pédopsychiatre, psychiatre des hôpitaux à l'unité médico-judiciaire des Yvelines où je suis responsable de l'unité d'accueil des mineurs victimes. C'est à ce titre que je suis très heureux de vous rencontrer à nouveau aujourd'hui pour vous préciser que même si la famille reste le lieu de prédilection de la maltraitance, tous les lieux de vie de l'enfant et du mineur en général, l'école, les institutions thérapeutiques, occupationnelles, lieux de placement administratif ou judiciaire, colonies de vacances, etc., peuvent être le lieu de la violence et de la maltraitance par leurs pairs, les groupes de pairs, les adultes qui s'occupent d'eux, quelle que soit leur fonction, y compris les soignants. Pour illustrer ce fait, et parce qu'on ne peut pas passer en revue toutes ces institutions, j'ai décidé de vous parler de l'école et de la violence entre pairs, ce qu'on appelle habituellement le harcèlement scolaire. Comment peut-on définir ce harcèlement à l'école? Ce sont des agressions répétées dans la durée. La relation entre l'agresseur et la victime est en général asymétrique. On ne peut pas parler de harcèlement si on est en situation symétrique, si la victime est en situation de pouvoir se défendre. Ainsi, la bagarre ne fait pas partie habituellement de ces notions de harcèlement. Il y a une notion de domination, éventuellement d'emprise. On retrouve des notions classiques de dysfonctionnement du groupe. Le plus souvent, c'est invisible de l'adulte. Il n'y a pas forcément une volonté de nuire, ce sont des mineurs, surtout si ce sont des mineurs en bas âge, mais il y a une intentionnalité. C'est un processus insidieux, subtil, direct ou indirect, ça se met en place tout doucement. C'est une dynamique, comme tout processus criminologique, qui met en forme, en œuvre, une série d'interactions complexes. Ainsi, on va voir que les rôles peuvent changer, les rôles entre le leader, les sympathisants, les spectateurs actifs ou passifs. Ça rend la vie insupportable et ça peut entraîner de graves répercussions sur le devenir des enfants, mauvaise estime de soi, dépression, on passera tout ça en revue tout à l'heure. C'est un phénomène de groupe, donc en général un leader et d'autres qui assistent, qui peuvent intervenir, ignorer ou avoir tout autre comportement, en tous les cas pas de comportement d'aide pour la victime. Quels sont les types de violence dans le cadre du harcèlement à l'école? Tous les types de violence. La violence physique, le racket, les jeux dangereux, les moqueries à caractère sexuel, sexiste, raciste, homophobe, les surnoms déplaisants, les insultes, les manœuvres d'isolement, d'ostracisation, les bousculades. On rappelle ce que c'est que le jeu du flipper avec cet adolescent ou cet enfant qui va jouer cette boule de flipper de droite et de gauche, les propagations de fausses rumeurs entraînant le rejet. Qui ne se reconnaît pas comme harceleur actif ou passif avec cette liste? Qui n'a pas donné des surnoms ou d'autres choses à certains enfants qu'on a fréquentés à un moment ou à un autre et qui ont pu souffrir de ces situations? En général, le rapport de force va dans le sens de l'agresseur. Ça peut être identifié facilement par la victime. Ça se réduit au périmètre scolaire ou périscolaire concernant ces violences. Une autre forme de violence est apparue avec la technologie, la cyberviolence, la cyberintimidation par courrier électronique, sur les forums, les chats, les réseaux sociaux en ligne, les blogs, la téléphonie mobile ou les SMS qui viennent changer la donne du harcèlement. Ça n'est plus cantonné à la cour de récréation dans les temps scolaires ou périscolaires. C'est utilisable même par ceux qui, physiquement ou socialement, ne pourraient pas pratiquer le harcèlement scolaire. De plus, il est le plus souvent anonyme, ce qui vient compliquer beaucoup l'attitude, la réaction, le comportement des victimes. Le harcèlement à distance, l'enregistrement, la diffusion d'images de violence ou de contenus de scènes concernant l'intimité, même si elles ont été prises de façon consentie, en tout cas leur diffusion ne l'est pas. Par exemple, à des fins de vengeance en cas de séparation. Ce harcèlement à distance, ce cyberharcèlement, est puni par la loi. On va illustrer ça par un mode de harcèlement banalisé que sont les jeux contraints, même à connotation sexuelle. Un enfant subit la violence des autres dans le cadre d'un jeu, mais n'a pas choisi d'y participer. Il est identifié comme victime, il n'a pas donné son consentement. Ça associe la violence physique, l'humiliation, l'atteinte à l'intégrité, à l'image de la victime, surtout en cas de film de la violence ou des agressions sexuelles. Ça peut être banalisé par l'adulte qui peut taxer ses jeux de jouer au docteur, au papa, à la maman. On rencontre
fréquemment ça, en tous les cas dans notre pratique d'unité médico-judiciaire. Le harcèlement diffère selon l'âge et le sexe. Classiquement, les garçons se battent, vont utiliser cette violence physique. Les filles vont recourir à des rumeurs, à l'isolement de leurs victimes. Ça diffère aussi selon l'âge, la violence physique en primaire, la violence verbale plutôt au collège. Violence verbale, sexuelle, toute autre forme de violence que physique. La question qu'on nous pose habituellement, c'est de savoir s'il y a un profil du harcelé. Le harcelé, c'est quelqu'un de différent, quelle que soit sa différence. Ça peut être une différence physique, un physique rond, la façon de s'habiller, l'origine, la couleur de la peau, des cheveux, des problèmes d'élocution, le bégaiement, le manque de confiance, même momentané, quelque chose qui n'est pas forcément lisible de l'adulte, en tous les cas, l'adulte n'y prend pas attention. La beauté, la compétence qui peut engendrer la peur, l'envie, la frustration, le handicap, l'homosexualité réelle ou attribuée, des critères de différence sociale, plus pauvres, plus riches, la profession des parents. Quelles sont en général les différences les plus souvent à l'origine du prélèvement ? En général, le poids dans 50% des cas, la taille dans 15% des cas, le look 12% des cas, patronyme 8% des cas, l'accent, le style langagier, la couleur de la peau, l'origine ethnique 4% des cas. On voit bien que la différence va se situer dans tous les endroits de notre vie. Le harcelé, c'est souvent quelqu'un plutôt immature, plutôt anxieux, plutôt timide. On voit bien déjà quelqu'un qui va avoir des difficultés à se défendre, qui manque de confiance en soi, qui va avoir une image négative de soi, qui va souvent être un peu isolé, qui va rechercher une compagnie non adaptée du fait de cet isolement, qui va entraîner du coup ses moqueries, quelque chose qui va mettre à jour sa fragilité, qui peut entraîner une bouc émissérisation, c'est-à-dire l'ensemble du groupe classe ou l'ensemble du leader et de ses co-leaders, de ses spectateurs, qui vont intervenir contre lui. Mais paradoxalement aussi, dans la société dans laquelle on vit, le bon élève, l'élève taxé d'intello, un élève balance ou indique, tel qu'il le taxe aussi, notamment les délégués de classe, qui sont pourtant chargés d'aider la classe dans son ensemble, et notamment les élèves en difficulté. Les élèves qui peuvent avoir de fortes personnalités, mais qui refusent les valeurs du groupe, refus de l'alcoolisation, de fumer, de prise de cannabis, refus de participer à des actions ou critiquer les actions, qui vont être plutôt autonomes par rapport au groupe et donc créer un sentiment de jalousie de la part du leader. Ça entraîne la jalousie, l'excitation, le sentiment de frustration, éventuellement une certaine fascination contre laquelle on va se battre, qu'on va chercher, que le leader va chercher à mettre à mal, isolé. C'est aussi bien des filles que des garçons, les personnes qui vont être harcelées à l'école. C'est aussi bien, donc vous l'avez compris, les bons et les mauvais élèves, mais souvent des gens qui ont des difficultés de se socialiser, qui sont plutôt isolés, qui manquent d'amis pour se défendre. On l'a vu aussi, à l'inverse, l'autonomie peut attiser la haine, l'agressivité, notamment chez ceux qui vont refuser cette démarche de domination et qui vont présenter à un moment ou à un autre une vulnérabilité occasionnelle. La vulnérabilité, la différence n'a pas besoin d'être permanente. Un plâtre, une fragilité à un moment donné, des difficultés intrafamiliales qui vont se répercuter à l'école, les leaders, en tous les cas le harceleur potentiel, va profiter de cette fragilité pour intervenir. Le harcelé va souvent avoir une attitude de soumission et va souvent se taire de peur de la représaille, d'aggraver la situation, en tous les cas c'est ce qu'ils nous disent, souvent dans une dynamique de culpabilité, j'y suis pour quelque chose, c'est de ma faute, j'ai du mal à lui parler, un peu dans l'inversion des rôles, reprenant le discours du harceleur, le sentiment de honte, de vivre ce qu'on lui impose, éventuellement le désir de remonter dans l'estime de l'harceleur, je ne suis pas une balance, donc je ne vais pas parler, la peur de l'intervention de l'adulte, dont on verra qu'elle est souvent à côté, ou en tous les cas qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les gens qui sont victimes, le sentiment que la situation ne pourra être jamais résolue, les sanctions minimes qui peuvent entraîner le sentiment d'impunité de la part de l'agresseur. Donc c'est ce qui entraîne le plus souvent le fait que les personnes ne parlent pas. Le harcèlement scolaire s'inscrit, comme toute dynamique criminologique, dans un processus dynamique. Les interactions sont complexes et on peut avoir une alternance de rôles.
Le harcèlement se met en place, vous l'avez compris, par la différence avec les autres. Cette différence qui peut être absolue ou relative, la différence qui n'est pas prise en compte par l'adulte ne voit pas ou ne sait pas comment faire, et qui aboutit à une excitation au sens psychologique du harceleur et éventuellement au voyeurisme des spectateurs. C'est comme ça que se met en place ce phénomène de groupe. Le harcèlement scolaire est un phénomène de groupe. Concernant la victime, c'est quelqu'un qui va mal comprendre l'interaction. Il va se laisser avoir dans une mauvaise interaction. Il ne va pas réagir à temps. Il va s'isoler, soit cet isolement qui est initial, soit qui va être secondaire, et il ne va pas pouvoir s'appuyer, notamment sur sa famille, par des parents qui peuvent être vulnérables, qui ont des attitudes inadaptées ou éventuellement surprotectrices. Les adultes de l'école, les adultes responsables de l'école, ont pu percevoir la vulnérabilité, mais ont mal évalué les risques. On a parlé du harcelé, comme dans toutes ces situations, on va parler du harceleur. La question qu'on nous pose aussi, c'est de savoir si ce harceleur a un profil particulier. C'est quelqu'un qui est dans une dynamique de domination, souvent impulsif, hyperactif, parfois susceptible, on voit ces dynamiques du regard, pourquoi tu m'as regardé, tu as pensé quelque chose de moi, quelque chose de mauvais. C'est souvent quelqu'un de populaire, comme ils le disent, qui vont réduire les possibilités de rébellion ou d'opposition. Il va être un peu en spectacle devant une petite bande où il va chercher à se valoriser, à prendre un rôle de leader. Il est souvent plus fort ou plus grand, mais on l'a compris, dans le cyberharcèlement, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément ses compétences sociales. C'est quelqu'un qui manque d'autonomie, avec des résultats scolaires souvent faibles, qui va générer un peu cette jalousie, tirer les autres vers le bas. Souvent une anxiété marquée, une perte de l'estime de soi. C'est dans ce sens que le harceleur est aussi important à repérer, parce qu'on le verra, il va faire partie de la dynamique de prise en charge. Tout ça ne réduit pas en soi la responsabilité, c'est un modèle explicatif et une démarche qui permet éventuellement de comprendre et de prévenir la récidive et la reproduction. Il n'y a aucun rapport, comme souvent dans les processus criminologiques, avec la condition socio-économique. On va voir que c'est plutôt des conditions affectives, entre guillemets, des problématiques d'attachement, comme souvent dans la maltraitance, comme souvent ces critères de vulnérabilité qui vont faire de quelqu'un un agresseur. C'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, renforcé, qui a donc besoin des spectateurs qu'il va avoir autour de lui. On appelle ces gens des spectateurs, mais je pense qu'on pourrait les appeler des complices actifs ou passifs, qui vont rire, qui vont encourager, qui vont se taire, un silence approbateur, ou qui vont avoir peur d'intervenir, surtout si la victime ne demande pas d'aide. C'est donc un processus de groupe, avec un leader et des agresseurs passifs, entraînés par l'effet de groupe. C'est souvent violent quand ce sont des garçons, et c'est souvent une participation indirecte, propagation de rumeurs, insultes, etc., même si les tendances affectées à chaque sexe ont tendance à se mélanger à l'heure actuelle. Le harceleur actif est souvent entouré de harceleurs passifs, qui peut appartenir aux deux catégories de harceleurs ou de victimes. Ça peut être une victime qui va chercher à remonter dans l'estime du harceleur pour avoir enfin la paix. Ça peut être une victime qui va se dire « mieux vaut l'autre que moi ». Ça peut être aussi une victime qui va se transformer en agresseur ou un spectateur passif qui va penser que cet individu agressif fait quelque chose que moi, je n'ose pas faire dans une certaine fascination. Donc là aussi, pas de profil type de harceleur. Ça veut dire qu'il va falloir y penser toujours, y compris en fonction des signes qu'on va repérer, des comportements d'alerte que je vais développer tout à l'heure. C'est souvent, concernant le harceleur, une accumulation de facteurs, problèmes familiaux, problèmes psychologiques, fréquentation de délinquants, les mauvaises fréquentations qui ont une répercussion importante dans la vie des enfants et des adolescents. Ça peut être aussi dépendant de la vie et de l'organisation de vie dans les établissements, un établissement désorganisé, un établissement où les adultes sont dysfonctionnels, va favoriser le risque de harcèlement. L'échec scolaire ou des résultats insuffisants, l'aversion vers l'école retournée en agressivité. C'est souvent des enfants qui ont un modèle parental
favorisant l'immédiateté et des réponses par la violence. C'est souvent aussi, parfois, en tous les cas, des victimes directes ou exposées à la violence dans la fratrie ou entre parents. Et on retrouve, comme on le disait la dernière fois, l'impact de la violence conjugale sur l'enfant victime de cette violence et la possibilité, chez cet enfant qui a appris la communication par la violence, de retourner celle-ci contre ses pairs. C'est un fonctionnement donc dynamique, vous l'avez compris, une victime, un harceleur, une situation, un contexte, comme dans toute dynamique criminologique. L'agression a une dimension contextuelle, il faut effectivement un contexte, quelque chose qui va déclencher l'excitation entre guillemets du harceleur, qui a besoin d'évacuer cette tension interne, qui va fasciner les spectateurs, qui va entraîner les spectateurs pour justifier son agression. Tout dépend ensuite aussi de la réaction de la victime qui va, par son comportement, possiblement pérenniser l'agression si sa réponse n'est pas adaptée. C'est ce qui va faire d'ailleurs le lit du sentiment de culpabilité. Les situations, on va bien sûr chercher des facteurs favorisants, les lieux, les endroits non surveillés, les toilettes, les couloirs, ou insuffisamment surveillés dans la cour, les trajets scolaires, le bus, etc. Des contextes, une ambiance délétère dans l'établissement, des conflits entre adultes, des adultes peu disponibles pour s'occuper des élèves, des climats de violence entre élèves, non contenus, et des situations singulières à laquelle les adultes ne savent pas faire face, soit parce qu'ils sont gênés, soit parce qu'ils n'ont pas compris la situation, soit parce qu'ils ne se sentent pas soutenus. Comment reconnaître le harcèlement ? Bien sûr, les signes physiques, les traces de coups, de blessures, les vêtements abîmés, les vols, les manifestations de stress, sueur, tremblement, douleur abdominale, nausées. Les enfants qui présentent ces symptômes de façon répétée, sauf pour les traces de coups, bien entendu, les blessures, doivent être pris en charge. On doit les interviewer le mieux possible pour savoir ce qui se passe dans leur vie. On doit aussi s'interroger sur le refus de se réveiller le matin, de ne pas aller en classe, les somatisations, telles que j'en ai parlé tout à l'heure, l'enfant sur la défensive, dont le comportement devient brutalement agressif, les sentiments de dévalorisation qui ne correspondent pas à la réalité, l'absentéisme, qui devient une démarche d'évitement en fait, les redoublements, les changements d'établissement, les réorientations dans cette démarche d'évitement, la chute des résultats scolaires. Voilà, ce sont des signes, bien sûr, qui ne sont pas spécifiques de la situation, mais qui doivent alerter, comme tous ces signes doivent alerter de situations de maltraitance. La désocialisation, l'anxiété, la dépression, et qui peuvent aller jusqu'à des tentatives de suicide ou de suicide, et on en a des exemples, malheureusement, souvent, dans les médias. Se méfier, bien sûr, en tous les cas, nous psychiatres, on le sait, de la fausse idée de la crise d'adolescence. Les adolescents, en général, vont bien. S'ils vont mal, c'est que quelque chose se passe dans leur vie. Donc l'adulte doit être attentif. L'adulte doit être attentif pour réagir à temps. Les conséquences cliniques, on retrouve les troubles émotionnels connus, colère, honte, sentiment de culpabilité, sentiment d'impuissance, qui vient faire le lit du traumatisme, l'autodévalorisation, l'anxiété, la panique, les manifestations phobiques qu'on a vues tout à l'heure, les difficultés du développement psychologique et social, la perte de l'estime de soi, la difficulté d'aller vers les autres, les conduites d'évitement, les troubles psychosomatiques qui deviennent des motifs de consultation répétés qui doivent alerter les professionnels, digestifs, ostéo-articulaires, céphalées. Vous connaissez tous ces phénomènes douloureux, entre guillemets, qui traduisent souvent qu'on est victime de quelque chose, et notamment de violence. Les troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, les cauchemars, les réveils nocturnes, ces enfants, ces adolescents qui reculent le coucher, les troubles de l'alimentation, bien sûr, les troubles type anorexie, boulimie, les troubles cognitifs, les problèmes de concentration, parce qu'on va être envahi par cette violence, par la peur de cette violence, troubles de la mémoire, etc. Jusqu'à la dépression qui est exacerbée par l'impossibilité de fuir le contrôle ou le pouvoir du harceleur, la peur des représailles et l'inefficacité des adultes. La tristesse, vous connaissez, perte du goût des envies, perte de l'élan vital, perte de l'estime de soi, repli, trouble du sommeil et, bien entendu, le risque suicidaire. L'abus de substances psychoactives, et on voit bien combien la prévention de ce harcèlement scolaire comme de toute forme de maltraitance
a son importance. L'abus de tabac, très jeune maintenant, d'alcool, de drogue ou de médicaments qui vont être prescrits, antalgiques, anxiolytiques, antidépresseurs, hypnotiques, etc. Les harceleurs aussi sont des enfants. Et bien entendu, ils doivent être pris en charge avec la même dynamique de protection de l'enfance. On ne doit pas nous juger, on est là pour aider et protéger. C'est des enfants qui sont plus enclins que les autres à détruire, à être dans la violence. Ils sont plus impliqués dans la délinquance. On voit bien combien voilà, la reconnaissance, l'alerte du harcèlement à l'école peut aussi être une prévention plus tard de passage à l'acte plus grave. Ils consomment 2 fois plus d'alcool et 3 fois plus de drogue que les autres. 20% des filles harceleuses et 40% des garçons harceleurs ont des idées suicidaires et 10% des garçons ont fait une tentative de suicide. C'est dans ce sens que le harceleur aussi doit être pris en compte en tant que mineur et en tant que sujet qui justifie la prise en charge et la protection. Les facteurs de risque, on en a parlé, l'attitude parentale, l'adolescent, l'enfant qui va s'identifier à l'attitude parentale, l'éducation rigide, autoritaire, tout comme l'éducation laxiste, être victime des violences conjugales. Toutes ces situations sont des facteurs de risque. Et l'école dans tout ça? Eh bien, l'école va fonctionner un peu comme un phénomène huis clos, le groupe classe. C'est comme ça qu'il faut que l'adulte intervienne, que l'adulte sache casser ce phénomène huis clos. La hiérarchie du système est aussi un facteur de risque qui peut entraîner un sentiment de déresponsabilisation, avec ce sentiment pour l'adulte que ce n'est pas à lui d'intervenir, c'est à quelqu'un d'autre. Le manque de formation des enseignants, le manque de soutien aussi, ce sont des choses dont les enseignants se plaignent, le manque d'encadrement des enfants dans les temps de vie collective, un projet d'établissement qui n'est pas à la hauteur des attentes des enfants, parce qu'en fait, ce n'est pas une réelle envie de travailler ensemble. Et enfin, la méfiance que peuvent avoir les enseignants envers les parents, envers la famille, tout comme l'inverse, c'est-à-dire que enseignants et famille doivent travailler ensemble, notamment dans ces dynamiques de harcèlement. On conseille, bien entendu, de soutenir l'élève, de prévenir les parents. On donne une information sur la conduite à tenir, il faut porter plainte. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui doit rester tu. On conseille la prise de contact avec les associations d'aide à victimes. On vous en parle tout au long de ce MOOC. On conseille d'accompagner l'enfant au retour en désignant un adulte référent, aborder l'incident avec les autres élèves, pas de façon incitative, pas de façon moralisatrice, en favorisant la communication avec et entre les adolescents, sans oublier les témoins, qui sont souvent envahis d'un sentiment de culpabilité, de honte, de confusion, qui vont avoir des difficultés à parler entre délation, signalement, etc., comme peuvent l'avoir l'adulte. On en a discuté à d'autres moments du travail que nous faisons ici, et qui vont avoir peur de dénoncer. Sensibiliser la classe, faire éprouver de l'empathie pour la victime, trouver des stratégies pour aider les victimes et calmer les meneurs, évaluer ses propres capacités d'autodéfense de l'enfant, en tous les cas renforcer la compréhension des comportements des autres et la façon d'agir. Peut-on prévenir? On le sait bien, améliorer la surveillance, la présence d'adultes à l'école, en tous les cas, ce qu'on entend souvent, faire que les adultes à l'école aient aussi ce rôle de protection, pas que d'éducation. Encourager les enfants à parler. Encourager les enfants à parler, ça veut dire poser des questions de façon non suggestive, bien entendu. On vous en parle aussi dans un autre chapitre. Encourager le dialogue avec les enseignants, que l'enseignant ne soit pas quelqu'un d'inatteignable. Enfin, comme pour toute forme de maltraitance, repérer, agir pour protéger, prévenir. On retrouve effectivement, comme toute dynamique de maltraitance, des violences multiples et associées, des conséquences graves dans tous les domaines du développement et souvent engageant toute la vie, la peur de dévoiler dans un certain huis clos, l'emprise par la peur des représailles, de l'aggravation de la violence, la perte de confiance dans les adultes et dans les solutions, la possibilité de reproduction. Nous rappellerons, comme on vous l'a dit souvent dans nos entretiens, la responsabilité de l'adulte, son rôle dans la protection de l'enfance et encore plus pour ceux dont il a la charge.
Dans ce contexte particulier de violence entre enfants dont les protagonistes sont victimes, chacune des violences auxquelles ils sont exposés doivent amener comment on peut dire, une prise en charge adéquate, et vous l'avez compris, à la fois du harceleur et à la fois de la victime. Je vous remercie de votre attention.